Ouais. On dirait qu'il est pas sûr de lui le métro. Salut, on se retrouve dans un tout nouveau blog pour une nouvelle destination. Mel, je te laisse dire où on va. Bonjour à tous, on part en Égypte. Donc du coup là, alors on part en amoureux, donc il n'y a pas les enfants, on part juste tous les deux pour 7-8 jours. Là on est à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et en direction le Caire, où on arrive ce soir au Caire. Pour information, on a 5 heures de vol. Donc là il est très tôt, il doit être 11h30 et l'avion décolle seulement à 17h. Mais bon, vu qu'on venait en train, on ne voulait pas risquer de rater l'avion. Donc le séjour va se passer qu'on reste 3 jours au Caire. Donc on va être dans un hôtel fixe et après on fait 4 jours en croisière sur le Nil. Donc voilà, on va vous amener avec nous et puis on vous fera découvrir le pays. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non. À part qu'on est tendu comme des strings parce qu'on craint beaucoup l'avion. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre sur nous et ça va le faire. Allez, je vais vous faire un petit tour du terminal 3 de Charles de Gaulle qui est un peu pauvre. On s'attendait à ce qu'il y ait plein de choses à faire en attendant et en fait non, les 7 heures d'attente vont être longues. Mais je vous fais découvrir ça juste après. Allez, du coup on est à l'aéroport Charles de Gaulle au terminal 3. Je vais vous montrer un peu le tour du terminal. Il est très vite fait parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Du coup on est un peu déçu parce qu'on espérait avoir quoi s'occuper un petit peu, mais il y a vraiment rien. Il y a juste un pôle et un relais. Sinon il y a des portes d'enregistrement. Allez, je vous montre ça. Alors il y a les toilettes. Par contre les toilettes c'est top parce qu'ils sont gratuits et ils sont vraiment pas mal. Donc allez, donc d'un côté, je vous montre seulement un côté parce que d'en face c'est la même chose. Il y a les portes d'enregistrement, donc là ça va de 1 à 21. Et de l'autre côté il y a la même chose. Et après, comme je vous disais, au centre, on a vite fait le tour, il y a juste le pôle et le relais. On espérait qu'il y ait au moins un Starbucks, mais non, il n'y a pas. Donc de l'autre côté par contre, dès qu'on a passé, qu'on va au niveau de l'embarquement, il y a d'autres commerces, on verra ce qu'il y a, mais je crois que c'est pas très très riche en commerce non plus. Mais bon, c'est pas grave, on a de quoi s'occuper. On décolle dans 1h20, on a passé la douane et l'enregistrement. On est tellement stressé qu'on fait que bouffer depuis qu'on est à l'aéroport. Donc là on se jette sur des granits aux graines. Des barres de céréales. Voilà, et après on va prendre notre cachet pour essayer de prendre l'avion en toute sérénité, mais c'est pas gagné. Allez, à plus tard.
vient d'arriver à l'hôtel, c'est la Radisson Blu au Caire. Donc on a la chambre 505, on vient d'ouvrir. Et on va faire un petit tour ensemble, on va découvrir la chambre. Coucou Mel. Là il y a déjà un petit couloir sympa où on peut mettre il y a les valises et puis un rangement. Hop, on va aller directement dans la chambre. Waouh, avec un lit king size. Il y a un petit salon avec un repas qui nous attend. Alors il y a du pain, il y a du fromage, il y a même des fruits. Avec, il y a un bureau avec une télévision. Et puis il y a un frigo. On va regarder si on a une vue. Hop. Non, la vue. Non, déjà on voit pas, ça fait du reflet. Mais bon, après c'est sur les immeubles de la ville, on verra demain. Et puis on va aller voir la salle de bain, à quoi elle ressemble. Ah, donc il y a une baignoire. Un évier, et il doit y avoir les WC. Ouais, il y a les WC de ce côté-là. Voilà. Et ben une chambre bien sympa. Allez, et ben nous on va manger un petit bout et on va se coucher parce que là du coup on doit être sur les coups d'1h du matin et on doit aller. On a rendez-vous à 6h30 pour le petit déjeuner pour partir à 7h30. Donc la nuit elle va être courte. Mais c'est pas grave, on va en profiter un peu pendant que. On est là, on en profite un max. Allez, à plus tard. Alors, on est en train de bloquer sur des clips Bollywood. Apparemment, en Égypte, ils en sont fans. Il y a plein de chaînes de Bollywood. Et on bloque sur celui-là, c'est horrible. Oh là là. Ouais, laisse-moi profiter. Ah putain, mais on va jamais dormir, on va faire des cauchemars. Et bonjour à tous, du coup c'est notre deuxième jour en Égypte, il est 6h30, on s'est réveillé à 6h pour aller prendre le petit déj vu qu'on a un rendez-vous à 7h30 pour aller visiter la ville du Caire aujourd'hui. Donc ça c'est le programme du matin, la visite du Caire avec, j'ai un doute si le musée est compris dedans, s'il n'est pas compris dedans on va voir s'il y a possibilité de le faire. Et cet après-midi c'est visite du quartier copte, donc le quartier chrétien de la ville. Et peut-être si on a le temps, ça serait bien la visite du souk. On n'est pas trop rentré dans le détail. En fait, ce voyage, c'est un voyage organisé avec mon CE qui a proposé donc cette destination. Alors les voyages organisés, c'est pas du tout notre style de voyage. On n'aime pas trop ça. Ça fait un peu tourisme de masse. Bon après l'Égypte, c'est pas forcément le pays le plus simple peut-être à visiter. En solo comme ça sans organisation. Ah, on nous appelle, on va voir ce que c'est. Du coup l'appel c'était le réveil, ils ont vraiment peur qu'on se loupe, donc non c'est bon on est réveillé. Oui donc je disais les voyages organisés c'est pas du tout notre style, mais bon là l'offre du CE était vraiment tellement intéressante et Mélanie c'était un rêve depuis toute petite de venir visiter l'Égypte, donc on a sauté sur l'occasion. Pour le moment on va dire que c'est super bien organisé. Donc pour le moment il n'y a rien, pas de faux pas, donc on verra. Bon après voilà, c'était le premier jour hier. Voilà, allez, donc visite du Caire aujourd'hui et on vous fera quelques petites vidéos. Là. Oh là là. Oh là l'habitude. Genre il va sans se presser en plus. Trop drôle. Ah putain l'autre aussi il traverse là-bas. Ah non mais ils sont fous. Non mais ils ont l'habitude. Putain, je me croirais dans le Pékin Express où il faut faire du stop. De suite. L'Égypte, c'est un pays qui est peuplé d'à peu près de 105 millions d'habitants. 105 millions d'habitants. La capitale, c'est le Caire, qui compte parmi les plus grandes villes du continent africain et des pays arabes. Et le Caire, son nom signifie la victorieuse. C'est une ville qui est peuplée d'à peu près de 23 millions d'habitants. Les habitants du Caire, on les appelle les Cairotes. Et au Caire, c'est lui qui a planifié le quartier d'Héliopolis. Il a présenté ce beau palais-là qui est décoré avec des magnifiques jardins. Et à l'époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle, qui date de l'époque de la construction du quartier aussi bien que le palais, à partir de ce palais-là, autrefois, il voulait voir les pyramides.
à l'époque, il a choisi surtout cet emplacement-là pour pouvoir voir les pyramides à partir de sa résidence. Bien sûr, maintenant, ce n'est pas le cas, mais à l'époque, il n'y avait pas de ces contrôles des mosquées doivent être décorés avec le poisson de lune parce que les musulmans doivent suivre un calendrier lunaire. À gauche, il y a encore. Ensuite, à notre gauche, en passant, il y a le stade de guerre. Les Égyptiens sont de football. Et c'est un grand stade. Il y a une capacité d'à peu près 100 000 personnes. On a un joueur égyptien très célèbre qui joue maintenant à l'Angleterre, c'est Mo Salah. Ensuite, il y a un hôtel et à notre gauche de jour. Et juste à côté de l'hôtel, il y a le panorama de 6 octobre. Ce beau bâtiment qui contrôle pas mal de petites constructions qui ressemblent à des petites maisons. Ça, ce ne sont pas des maisons, ça, ce sont des cimetières. Et c'est ce qu'on appelle la cité des morts. Tous ces cimetières-là, autrefois, étaient à l'extérieur de la ville. Ce sont les gens qui s'approchent. Selon l'islam, les femmes doivent être enterrées de côté et les femmes de côté, les hommes de l'autre côté, même si sa soeur, sa femme, sa mère, sa soeur, toujours doivent être enterrées séparément. C'est pour cela que chaque famille possède un cimetière qui se compose de 2 petites salles. Une salle pour les femmes et une autre pour les hommes. Il y a peut-être une cour centrale, c'est pour le centre. Alors c'est comme des petites maisons. Tout ce que vous voyez à notre gauche, ce sont des cimetières. Et toujours, pour chaque cimetière, il doit y avoir un gardien. Le gardien, lorsqu'il va se marier, va ramener sa femme et ses enfants. Alors ils vont vivre dans ce qu'on appelle la cité des morts. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vivent dans ce qu'on appelle la cité des morts. Et pour cela que parfois sur certains cimetières, vous allez trouver des parapols. C'est pas pour les femmes, c'est bien sûr c'est pour les gardiens. Et toujours au centre des cimetières, on doit trouver des mosquées, même petites mosquées, pour passer à la mosquée et faire la prière avant l'enterrement. Normalement, on enterre après la prière du midi. C'est très rare d'enterrer le soir. Donc, normalement, c'est après la prière du midi. Et toujours, le défunt doit être enterré sans cercueil ni sarcophage, simplement avec des bandelettes, parce que selon l'islam, c'est du sable qu'on est venu, et au sable, on doit retourner, on doit être orienté vers la Mecque. À notre droite, il y a un très beau bâtiment de style pur islamique. C'est l'équivalent du siège pontifical chez les catholiques. Les petits minibus, ce sont des taxis collectives. C'est pour cela qu'il y a pas mal des stations pour des taxis collectifs à notre droite et gauche. Et à notre droite de loin, à part le souk, le marché, vous voyez, mais de loin, on va voir deux très belles mosquées. La première, c'est la mosquée de Sultan Hassan, et la deuxième, c'est la belle mosquée, c'est la mosquée d'El Refai, qui était une sépulture pour l'ex-famille royale. Et à l'intérieur de cette mosquée-là, ils ont eu des autorisations. Alors les gens qui avaient une autorisation de construire des maisons, ils étaient récompensés. Tandis que les gens qui ont construit leur maison sans avoir une autorisation n'ont pas été récompensés. Et sur les toits des maisons, comme on voit à notre gauche, vous allez trouver des constructions tout en bois sur les toits des maisons. C'est ce qu'on appelle des pigeonniers. C'est à l'intérieur de ces pigeonniers-là où les gens normalement élèvent des pigeons. Et ici, c'est très typique en Égypte de manger les pigeons farcis et les pigeons fouillés. Alors, sur les toits des maisons, vous allez trouver des pigeonniers. Alors, comme vous voyez, voilà par exemple, à notre gauche, ils sont en train de casser, donc de démolir une partie des maisons très modestes, très pauvres. Et ces gens-là vont être récompensés par des appartements pareils aux appartements qu'on vient de voir.
dimensions du sphinx, des pieds jusqu'au front du sphinx, il y a une vingtaine de mètres de hauteur. Des pieds jusqu'à la queue du sphinx, il y a une cinquantaine de mètres. Je m'appelle Laïla, je suis votre guide local et j'aimerais bien vous donner une idée générale sur la plante de papyrus. Mes amis, cette plante a été découverte depuis 5000 ans par les anciens Égyptiens. C'est une plante tropicale parce qu'elle exige beaucoup d'eau et une température très haute. Pour les anciens Égyptiens, cette plante était royale, alimentant sacré. Royale parce que sa fleur elle ressemble au rayon solaire. C'est le symbole du Amun-Ra, le dieu du soleil. Sacré, la tige de la plante est sur la forme triangulaire. C'est pyramidal, c'est le symbole de l'éternité. Maintenant, comment on fait une feuille de papyrus? Tout d'abord, on prend une partie de la plante d'après la dimension de la feuille qu'on veut. Parce que la hauteur de la plante, il arrive jusqu'à 8 mètres de haut. Avec le couteau, on épluche les écorces vertes comme ça. Vous voyez que la partie extérieure, elle est très très solide. C'est pour cela que les anciens Égyptiens à l'époque l'utilisaient pour faire des sandales, des chapeaux, des paniers, des lits, des chaises et même les bateaux avec ça. Nous, pour la feuille, on utilise seulement le cœur ou la moelle de la plante et on la coupe à de la même masse comme ça. Vous voyez que la partie intérieure, elle est pleine de fibres, elle se casse facilement. Qu'est-ce qu'on fait pour le rendre plus flexible, le maillet? Avec le maillet, on casse les fibres. Après, avec le rouleau de bois, c'est pour faire sortir la quantité de jus et de l'air. Et voilà, on a cassé les fibres, on a rendu les tranches plus flexibles et souples. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tremper ça dans l'eau pendant 6 jours. Pourquoi 6 jours? C'est pour 2 raisons. La première raison, c'est pour réduire la quantité d'amidon de 70% jusqu'à 10% et on change l'eau chaque jour. Et la deuxième raison, c'est pour avoir une feuille très claire comme celle-ci. Mais si on laisse les tranches plus que 6 jours, on va obtenir une feuille marron comme celle-là. Après, avec ces 2 couches de feutre, on va présenter les tranches d'une manière verticale et horizontale. On va faire forme de tissage comme ça. Maintenant, pour les sécher et les presser, on va le mettre sous presse pendant 6 jours encore. Et après 12 jours, 6 jours dans l'eau, 6 jours sous presse, on obtiendra notre feuille de papyrus. La feuille est très solide, elle est flexible. Et si on met la feuille sous la lumière, on voit la crainte ou l'éclage qu'on a fait. Ça vous prouve que la feuille est 100% originale. Parce que souvent, vous trouvez dans les rues, dans les hôtels, des gens qui vendent le faux. Le faux, c'est fait de la plante de bananier ou de maïs. Des imprimes, des tampons, c'est pas de la peinture. Et pour les produits le malheur, ils utilisent des produits chimiques.
représenter les personnages. Après avoir dessiné, alors dans ce cas-là, il y a le chef des artistes qui va passer pour corriger. Au cas où il y a n'importe quelle erreur, il va la corriger. Voilà, le dessin est présenté. Bon, ils veulent présenter le bas-relief ou le haut-relief. Comment ils vont faire? Ils vont inciser tout autour du pourtour pour donner le bas-relief ou le haut-relief. Alors ici, on voit que les scènes sont inachevées. En plus, bien sûr, ils vont mettre les couleurs et les peintures, et il y avait des responsables pour chaque couleur. Comment, à l'époque, on peut obtenir les couleurs? Le noir, c'est du charbon. Le blanc, c'est lait de chaux. Le jaune, c'est ocre jaune. Le rouge, c'est oxyde de fer. Le vert, c'est de la malachite. Le bleu, c'est la poudre du bois, donc vient de l'indigo. En mélangeant ensemble, on peut obtenir les autres couleurs. Et c'est possible de les avec le blanc d'œuf. Alors ici, on va voir que les scènes... Pardon. Merci. Que les scènes sont inachevées. La preuve. Ça, ce sont les barques qui ont été faites avec du papyrus. Comme vous voyez, ils n'ont pas eu le temps de tout terminer. Ils ont travaillé une partie et le reste inachevé. Deuxièmement, sur le sous-basement, on voit les différentes espèces de poissons. Il y a des poissons achevés avec les petits détails. Il y a des poissons qui ont été simplement présentés le pourtour. On voit ici, à part les poissons, on voit des crocodiles, des hippopotames, et même ici, on voit un hippopotame qui attaque un crocodile. Et on voit les scènes achevées, ou sur les scènes achevées, on voit une petite grenouille, on voit des papillons, on voit toujours les pêcheurs, tout à fait nus, et parfois ils ont noué les jupes tout autour de leur taille pour pouvoir faciliter l'affaire, pour pouvoir facilement attaquer les poissons. Parfois c'était à l'aide des harpons qui harponnent les différentes espèces de poissons, et parfois avec les hameçons. Ensuite, on voit les pieds du maître du mastaba. Alors, c'est une preuve que les scènes supérieures ont tombé. C'est pour cela qu'on trouve que simplement les pieds. Et à côté du maître du mastaba, on voit sa femme qui sont présentes de tout près de son mari. Ça va et vous? Vous aussi, bonne journée.
Ta mère, elle est montée? Alors, c'est très simple, Jamie. Si nous retrouvons là, les semaines, séparation, la fissure au-dessus de nous, là. Alors, c'était bien? Oui. Monsieur Jean-Philippe Loer, il a travaillé 60 ans sur le site, à partir de 1934 jusqu'à la fin de 1990 quelques, même il est trop âgé, il a travaillé jusqu'au dernier jour. Il était fasciné par ce site, il a fait les pieds de ces statues-là, et il fallait que c'était des pieds pour le roi d'Auxerre et sa famille royale, parce qu'on voit qu'il y a encore des pieds féminines. Alors c'est impossible qu'il y avait carrément des statues qui étaient dressées par là. Alors M. Loer, pour protéger les pieds des statues contre les tempêtes du sable et le sable, il a ordonné de construire ce petit niche-là pour protéger les pieds des statues. À partir d'ici, on a une vue sur les blocs de pierre de la pyramide du roi d'Auxerre. Et on voit qu'une grande partie de la base a été restaurée. Ça se voit la différence de couleur de pierre entre la pierre qui a été utilisée pour le travail de la restauration et la pierre qui date de l'époque.